Salut tout le monde, comme vous le savez, ça fait plus de 12 ans maintenant que j'habite au Japon et j'adore toujours autant vivre ici, hein. J'en ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois dans laquelle j'expliquais d'ailleurs en détail les 8 principales raisons qui me font aimer ma vie à Yokohama. Mais vous vous doutez bien que ce ne sont pas les seules raisons. Et non, loin de là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 30 autres trucs que je trouve vraiment très cool au Japon. Il y a des petits trucs du quotidien, hein, qui rendent la vie moins stressante et plus agréable. Et il y a aussi des choses plus générales qui sont très appréciables, hein, qu'on soit résident ici ou qu'on y soit juste de passage pour les vacances. Alors, installez-vous bien puisque la liste est assez longue. Premier point qui fera l'unanimité, j'en suis sûr, ce sont les toilettes. Au Japon, il y a des toilettes partout et surtout, elles sont propres et gratuites. Que ce soit dans les gares, les cafés et les restaurants, évidemment, dans les parcs, mais aussi dans les combini ou même dans la rue où on trouve parfois des toilettes publiques. Il y en a certaines qui sont d'ailleurs très originales. Et je le répète, elles sont gratuites et généralement très propres. Alors oui, je ne dis pas toujours propre, hein, parce qu'il ne faut pas rêver non plus. Si vous allez dans les toilettes pour hommes d'une grande gare un samedi soir, vous tomberez sûrement sur des toilettes qui laissent à désirer. Mais globalement, il faut quand même bien chercher pour trouver des WC sales au Japon. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais récemment, un de mes élèves japonais est allé en France en vacances et quand il a voulu aller aux toilettes dans une grande gare parisienne, eh bien il a été bien emmerdé, c'est le cas de le dire, puisque non seulement il était surpris que ce soit payant, mais en plus il était assez pressé et il n'avait pas de liquide sur lui. Bref, avoir des toilettes gratuites et propres un peu partout, c'est vraiment sympa et à force de vivre ici, j'ai tendance à oublier que c'est pas du tout comme ça partout. Le point suivant ne sera pas une grande révélation, hein, mais ça reste quand même bien appréciable quand on est en vacances ou quand on vit ici d'ailleurs. Mais tous les magasins sont ouverts toute l'année, vous l'avez déjà entendu, hein, même le dimanche et même les jours fériés. Alors attention, il y a une seule exception, c'est la période du Nouvel An. La plupart des magasins ferment un ou plusieurs jours au début de l'année et c'est aussi le cas, hein, de pas mal de musées ou d'autres lieux touristiques. Donc si vous venez en vacances au Japon à cette période, vérifiez bien les jours de fermeture. Alors malgré ça, hein, je vous conseille quand même fortement de venir à cette période qui est vraiment très agréable. J'ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo, je mettrai le lien à la fin de celle-là. Puisqu'on vient d'évoquer les jours fériés, est-ce que vous saviez qu'au Japon, il y en avait 16? C'est 5 jours de plus qu'en France. C'est plutôt sympa, non? Alors, je sais ce que vous allez me dire, je vous entends d'ici, oui, mais en France, on a beaucoup plus de jours de congé. Bien sûr, je suis d'accord, mais quand on habite ici, eh bien, on est bien content d'avoir ces 16 jours fériés si on est en CDI ou si on est à l'école. En plus, cerise sur le gâteau, et là vous allez être jaloux, si un jour férié tombe un dimanche, il est automatiquement décalé au lundi. Par contre, si ça tombe un samedi, faut pas rêver, ça bouge pas, mais au final c'est quand même bien cool et on perd rarement 2 jours fériés. Comme vous pouvez le constater, je me fiche royalement de ma coupe de cheveux, je sais même pas si on peut appeler ça une coupe à vrai dire, mais bon, passons, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, j'ai pas du tout envie de perdre du temps et de l'argent pour ça, et ça date pas d'hier d'ailleurs, hein, puisque déjà quand j'habitais en France, ça me gonflait passablement de devoir payer 15 ou 20 euros pour me les faire couper, sans compter le temps perdu à aller jusqu'au salon de coiffure et à faire la conversation en plus. Heureusement ici, j'ai découvert qu'il y avait des chaînes de salons de coiffure vraiment pas chères. Celui où je vais s'appelle QB House, c'est présent à peu près partout dans le pays, et la coupe coûte 1200 yens, ce qui fait à peu près 8,50 €, et en plus ça prend juste 10 minutes et le coiffeur ne parle pas, le top. On a une petite télé devant soi avec les infos qui défilent en boucle, hein, et puis c'est tout. Alors bien sûr, hein, pour ce prix-là, il n'y a pas de shampoing, il n'y a pas de chichi, c'est 100% efficacité, et c'est justement pour ça que j'y vais. Un autre truc vraiment sympa quand on vit ici, c'est le système des livraisons. J'en avais déjà parlé il y a longtemps et je ne suis pas le seul, mais je suis obligé d'en remettre une couche ici, puisque le livreur vient toujours à la tranche horaire fixée et il porte toujours le paquet avec lui. Aucun livreur ne se contente de glisser un avis de passage dans la boîte aux lettres sans sonner ni porter le paquet. Si vous n'êtes vraiment pas là et que vous trouvez l'avis de passage, vous pouvez joindre le livreur directement sur son portable et lui demander de repasser. Et il arrive même que le livreur repasse de lui-même en fin de tournée, même si on n'a pas eu le temps de lui téléphoner. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un souci avec un appareil et j'ai dû le renvoyer au SAV. Et là non plus, pas besoin de se déplacer ni d'acheter un paquet. Un livreur vient directement le récupérer chez vous et vous le rapportez quand c'est réparé. Et ça, c'est vraiment pratique. En parlant de paquet, un petit mot rapide sur la poste. Depuis que j'habite ici, je n'ai jamais fait la queue plus de 5 minutes dans un bureau de poste. Faut dire que comme on n'a jamais besoin d'y aller pour récupérer un colis, ça limite déjà les occasions. Mais quand même, quand j'ai dû y aller pour envoyer des colis ou autre, eh bien ça a toujours été très rapide. Je ne pense pas que Yokohama soit une exception, mais on ne sait jamais. Donc si vous êtes au Japon et que vous faites souvent de longues queues à la poste, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Pour rester sur la poste, un autre petit truc bien sympa, c'est que quand on déménage, le suivi du courrier est gratuit pendant un an.
c'est toujours ça de moins à payer quand on change de logement, puisqu'il y a pas mal d'autres frais, j'en avais déjà parlé aussi. Impossible de parler du Japon sans parler des trains. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les Shinkansen étaient très ponctuels, et effectivement, c'est juste incroyable, puisque le retard moyen serait de 12 secondes. Oui, oui, 12 secondes. Si vous avez déjà pris un Shinkansen, vous savez aussi qu'il y a une place immense devant soi pour mettre ses jambes, même en seconde classe, qu'il y a des crochets sur le côté ou devant soi pour accrocher ses vêtements ou ses sacs, et qu'on peut même faire tourner les sièges pour les orienter dans la direction qu'on veut. Donc tout ça, c'est déjà très sympathique. Ce que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est le nombre hallucinant de trains qui circulent chaque jour. Il y en a tellement qu'on n'a même pas besoin de réserver une place pour un horaire précis, ni de se presser pour prendre tel train, puisque de toute façon, il y en a un toutes les 5 minutes, et en période de pointe, c'est même toutes les 3 minutes. Vous prenez juste un billet avec placement libre, et puis vous aurez toujours de la place, et puis même si vous tombez en période de pointe et qu'un train est vraiment blindé, vous n'avez qu'à attendre quelques minutes et vous aurez une place probablement dans le prochain. Bien sûr, si vous êtes 8 et que vous voulez être assis absolument à côté, ce sera plus difficile que si vous êtes 2. Mais vous pouvez aussi prendre des trains un peu moins rapides que les Nozomi, qui sont les trains les plus rapides. Ça ne change pas énormément la durée d'un trajet sur 2-3 heures et il y a moins de monde à bord, donc c'est une bonne solution. Évidemment, ça dépend aussi des axes et j'imagine que sur des liaisons moins fréquentées, il y aura moins de trains qui circulent. Mais sur un Tokyo-Shin-Osaka par exemple, il y a énormément de trains. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée du nombre de Shinkansen qui circulent en moyenne entre Tokyo et Shin-Osaka au cours d'une journée? Il y a 158 Shinkansen dans le sens Tokyo-Osaka et 157 de l'autre. À titre de comparaison, il y en a 25 par jour de Paris à Lyon. Ah, et un dernier détail assez pratique, je trouve, c'est que dans les gares Shinkansen, les trains qui vont dans une même direction partent toujours du même quai. C'est pas un coup la voie A, puis un autre la voie Z. Non, là, tous les trains qui vont dans la même direction partent toujours des mêmes quais. Donc, pas besoin de patienter sous le panneau d'affichage, comme c'est le cas en France. Et c'est aussi pour ça qu'on peut attendre tranquillement le prochain train sur le même quai. Voilà, vous l'aurez compris, mais les Shinkansen, même si ça coûte cher, c'est vraiment que du bonheur. Après les Shinkansen, un mot sur les trains normaux. Alors, ils sont moins ponctuels que les Shinkansen, mais ils sont quand même généralement à l'heure. Selon les lignes, il peut effectivement y avoir des petits retards de quelques minutes, mais sauf en cas de grave accident de personne ou de collision carrément, c'est quand même assez rare d'avoir de gros retards. L'été, inutile de vous dire qu'il y a la clim dans tous les trains, mais si vous êtes sensible, vous avez aussi souvent des voitures où elle est un peu moins forte. Ensuite, vous avez des petits écrans avec les nouvelles, la météo ou encore des infos sur la prochaine station avec un plan du quai qui montre par exemple où sont les sorties, les escalators et les ascenseurs. C'est assez pratique, surtout quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément. Et puis surtout, le truc le plus agréable pour moi, c'est qu'à part sur certaines lignes aux heures de pointe, il y a beaucoup de trains presque vides en journée et surtout c'est très calme. Pratiquement personne ne parle et je suis peut-être le seul, mais j'apprécie vraiment mes trajets en train. Ça n'a jamais été un calvaire, je peux presque toujours m'asseoir, c'est confortable et c'est vraiment tranquille comme je viens de le dire. Bien sûr, si vous êtes à Tokyo et vous vous tapez 2 heures de train en plein rush pour aller bosser, c'est pas la même chanson. Mais si vous pouvez éviter les lignes les plus bondées, pile aux horaires les plus chargés, il y a quand même moyen de se reposer tranquillement pendant ces trajets en train. Un dernier point à propos des trains, c'est qu'en plus de tout ce que je viens d'expliquer, il y a plein de trains différents et originaux, ce qui fait le bonheur des grands et des petits, vous vous en doutez. Vous en avez avec des décorations d'animaux, il y a un train Lego à Nagoya qui va à Legoland, il y a un train Mario à Osaka qui va à USG, vous avez des trains express super classe pour le tourisme, des Shinkansen, Evangelion ou d'autres franchises d'animés et des tonnes et des tonnes de trains aux couleurs de personnages populaires ici. Alors, ça change pas la vie, je suis bien d'accord, mais quand même, un peu de mignonnerie dans son quotidien, moi je trouve que ça fait pas de mal du tout, au contraire. Pour prendre tous ces trains, on peut acheter des tickets classiques évidemment, mais la plupart des gens, touristes compris, utilisent les fameuses cartes de transport Pasmo ou Suica. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Non seulement c'est ultra pratique, puisque vous les chargez une fois de temps en temps et après vous êtes tranquille, mais en plus, on peut payer avec au distributeur de boissons, dans les combini, mais aussi dans pas mal de restaurants, de cafés ou même de supermarchés. Moi, je fais régulièrement mes courses en payant avec ma Pasmo. Et le truc vraiment trop bien, c'est qu'on peut les utiliser dans tout le pays. Donc c'est vraiment très pratique quand on voyage. On n'a pas besoin de prendre des tickets différents dans chaque ville. Petit bonus pour les résidents, on peut aussi souvent connecter une carte de crédit à sa carte et dès que le solde baisse, ça recharge automatiquement. Dans mon cas, j'ai choisi une recharge de 3000 yens quand le solde passe sous la barre des 2000 yens. Comme ça, non seulement vous n'avez pas besoin de recharger la carte régulièrement, mais surtout, vous n'avez jamais la porte qui se ferme devant vous parce qu'il vous manque quelques yens et comme ça, vous ne risquez pas de rater votre train à cause de ça.
Pour le point suivant, je vais me répéter un peu, hein, mais il n'y a pas de vol dans les cafés ou les restaurants. Pour réserver une table, on y pose un truc genre son portable ou son sac et ensuite on va commander ou on peut même aller aux toilettes. Donc si vous venez ici en touriste et que vous voyez un mouchoir ou un cahier sur une table, c'est pas un oubli, alors ne le prenez pas évidemment et ne vous asseyez pas non plus, ça veut juste dire que la place est réservée. Dans la rue aussi, un truc très sympa, c'est que si vous faites tomber quelque chose, eh bien souvent quelqu'un le ramassera bien sûr et le déposera sur les côtés de la rue, sur un muret ou sur un poteau par exemple. Alors si c'est un portefeuille ou quelque chose de valeur, hein, elle l'apportera probablement au poste de police, mais sinon, il y a quand même de grandes chances que vous retrouviez votre objet posé quelque part juste à côté de là où vous l'avez fait tomber. Un jour d'ailleurs, j'ai fait tomber mon portable en courant pour aller à la gare et en rebroussant chemin, j'ai croisé une femme qui a vu que je cherchais un truc et elle m'a dit qu'elle avait trouvé un portable quelques mètres plus haut et qu'elle l'avait simplement posé sur un petit muret. Voilà. Je vous avoue que je ne l'ai pas embrassée, mais le cœur y était vraiment, hein, elle m'a fait ma journée. On reste dans la rue pour le point suivant, mais cette fois pour la traversée. J'ai toujours trouvé très bien que les feux rouges fassent un son bien caractéristique pour prévenir les non-voyants ou les malvoyants qu'on peut traverser. Et c'est aussi pratique pour les personnes qui sont voyantes. Il y a aussi parfois un compteur avec des barres qui indiquent combien de temps il reste avant que le feu change de couleur. Donc ça c'est vraiment pratique pour savoir si justement on tente de traverser en courant ou si c'est pas la peine, on va pas y arriver. Pour les malvoyants, vous avez aussi des marquages au sol dans toutes les gares, hein. Ce sont des bandes jaunes en relief pour indiquer le chemin à suivre et les intersections. Je crois qu'il y en a aussi maintenant en France, d'après ce que j'ai entendu, mais corrigez-moi si je me trompe. Il y a également des ascenseurs dans absolument toutes les gares. Je ne sais pas s'il existe des gares sans ascenseur dans le pays, mais je n'en ai jamais vu. Et quand une personne en fauteuil roulant veut prendre le train, elle le dit juste au personnel de gare et quelqu'un l'aide à monter dans le train avec une espèce de petite passerelle. Ensuite, elle a seulement à indiquer à quelle gare elle veut descendre et quand le train y arrivera, il y aura aussi quelqu'un qui l'attendra devant la porte de sa voiture pour l'aider à descendre avec le même type de passerelle. Toujours dans la rue, il y a un truc qui est forcément associé au Japon. Je veux bien sûr parler des distributeurs de boissons. Il y en a absolument partout. Je ne suis pas forcément un bon client, hein, mais de temps en temps, j'avoue que c'est bien pratique quand je crève de soif ou quand par exemple mon fils veut boire quelque chose. Voilà, vous pouvez être sûr qu'en marchant quelques mètres, vous tomberez forcément sur un distributeur. Le truc top aussi, c'est qu'ils vendent des boissons froides, évidemment, mais aussi des boissons chaudes. Et ça, je pensais que c'était normal, mais un Français qui est venu ici pour la première fois il n'y a pas très longtemps était épaté quand il a vu ça. Et j'avais un peu oublié qu'en France, il n'y avait pas forcément de boissons chaudes partout dans tous les distributeurs. Et ça, par contre, j'en prends plus souvent, hein, notamment pour le café, puisque faute de mieux, ça dépanne bien. D'ailleurs, faites attention, puisqu'il y a énormément de canettes de café froid. Personnellement, je trouve ça dégueulasse, mais les Japonais aiment beaucoup. Donc, pour pas se gourer dans les distributeurs, hein, vous verrez, il y a une couleur sous le bouton des boissons, rouge pour chaud, avec écrit Atakai en japonais, et bleu pour froid, avec écrit Tsumetai, c'est froid. Vous trouverez aussi des distributeurs qui vendent de la nourriture, ça peut être des paquets de gâteaux salés par exemple, ça peut être des sandwichs ou des melon pan par exemple, ou même des plats cuisinés. Voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi comme distributeur ici et c'est bien cool. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne donc je vais faire court, mais j'adore le fait qu'on ait accès ici à toutes les cuisines du monde, en tout cas à Tokyo et à Yokohama. En plus, si on connaît de bonnes adresses, c'est aussi bon que dans le pays d'origine et c'est pas forcément cher contrairement à ce que certains disent. Bien sûr, la cuisine japonaise est aussi délicieuse et variée et j'apprécie vraiment le fait de pouvoir manger un repas bon et copieux pour moins de 800 yens, moins de 6 € dans pas mal d'endroits. En parlant de restaurants, il y en a que j'adore vraiment ici, ce sont ceux qui proposent des formules avec nourriture ou boissons à volonté. C'est assez courant dans les restaurants de yakiniku, de viande grillée ou de shabu shabu. Ça permet de se goinfrer pendant 90 minutes par exemple, en sachant déjà combien ça va nous coûter à la fin. Pour les boissons en volonté, c'est pareil, on peut choisir soit toutes les boissons avec ou sans alcool mélangé, soit seulement des boissons sans alcool et c'est un peu moins cher. Voilà, c'est vraiment un système génial qui m'avait beaucoup étonné et plu lors de mes premiers voyages ici. Et maintenant, si j'avoue que j'y vais seulement de temps en temps, vu l'appétit de mon fils qui a seulement 6 ans, je me dis que je vais bientôt devoir y retourner. Ah, et un peu dans le même style, il existe des chaînes de restaurants qu'on appelle des familles, des restaurants familiaux. Comme leur nom l'indique, hein, ça vise plutôt les familles, mais pas uniquement. Tout le monde peut y aller, bien entendu. On peut y aller en couple ou même seul et c'est souvent abordable, il y a énormément de choix sur la carte et c'est plutôt pas mauvais. Personnellement, j'y vais régulièrement pour donner des cours de français et ce qui est super, c'est que vous pouvez y prendre seulement le drink bar si vous voulez. Et pour moins de 500 yens en général, vous pouvez boire tout ce que vous voulez pendant le temps que vous voulez.
Bien sûr, il n'y a pas d'alcool, hein, mais c'est super pour aller étudier ou bosser tranquillement. Vous vous posez 3 heures si ça vous chante, et pour 500 yens, eh bien, vous pouvez boire 3 cafés, 2 chocolats chauds et 4 jus de fruits si vous en avez envie. Dernier petit détail sympa à propos des cafés et des restaurants au Japon, c'est que vous avez pratiquement toujours des espèces de petits paniers qui sont à côté de votre place et vous pouvez y mettre votre sac ou vos affaires pour éviter de les mettre par terre. Au Starbucks, par exemple, vous avez aussi sous les tables des petits crochets où vous pouvez accrocher donc votre sac. Alors je vais être honnête, c'est pas un truc que je fais systématiquement puisque chez moi je laisse mon sac dans l'entrée de la maison, mais ça se comprend puisque comme vous le savez, au Japon, on enlève ses chaussures avant d'entrer à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison, donc c'est assez logique finalement de faire attention à ne pas poser par terre son sac dehors si on compte le poser ensuite dans son salon ou dans sa chambre. Le point suivant va peut-être vous étonner puisqu'il concerne les banques au Japon. On entend souvent beaucoup de choses négatives à leur sujet et c'est très largement mérité. Elles sont vraiment compliquées avec des frais pour tout et n'importe quoi. Mais comme je l'ai dit dans une récente vidéo de balade à vélo, ici, les comptes courants ne coûtent rien. Voilà, il n'y a pas de frais de gestion de compte et ça, c'est quand même bien sympa. On peut avoir autant de comptes qu'on veut. Mais le truc que je trouve vraiment très bien par rapport à la France notamment, c'est qu'on peut retirer la somme qu'on veut au distributeur et on n'est pas obligé de demander l'autorisation de retirer son propre argent à la banque. Alors je sais pas s'il y a un plafond, mais une chose est sûre, on peut retirer même 2, 3 ou 4 000 euros sans aucun souci, ce qui est quand même vachement pratique. En tant qu'amateur de cinéma, j'ai toujours adoré le fait qu'ici, dans tous les grands cinémas, les films étrangers sont toujours proposés en plusieurs versions. Vous avez une version doublée en japonais ou une version originale sous-titrée en japonais. C'est vraiment bien quand on habite ici de pouvoir aller voir n'importe quel film en VO. Alors je sais qu'en France ça commence à se faire dans certains cinémas, mais ça semble pas être partout et pas forcément pour tous les films. Un truc aussi qui n'existait pas en France quand j'y étais, mais qui s'est développé depuis si mes sources sont correctes, eh bien c'est le fait de pouvoir choisir sa place et toutes les places sont numérotées. Quand on les achète, on peut choisir exactement où on veut s'asseoir. Ça aussi, ça existe depuis des lustres ici, en tout cas au moins depuis 15 ans, et ça change vraiment la vie. Un autre truc très appréciable ici, à Yokohama en tout cas, c'est qu'on peut prendre un rendez-vous chez le docteur ou chez le dentiste même 2 ou 3 jours avant. Je sais pas si c'est partout comme ça en France, mais j'ai souvent entendu des amis ou des membres de ma famille dire qu'il fallait réserver plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance pour voir un dentiste ou un ophtalmo par exemple. Alors, j'imagine que ça dépend beaucoup de la région, et ici aussi, si vous êtes à la campagne, il ne faut pas rêver, c'est peut-être beaucoup plus difficile, mais en tout cas, en ville, c'est très facile. En plus, quand on doit faire une prise de sang, une radio ou d'autres examens, eh bien, tout se fait dans le cabinet médical. On n'a pas besoin d'aller dans un centre de radiologie ou dans un centre d'examens médicaux. Je parlais des ophtalmos il y a quelques secondes, et là aussi, c'est ultra rapide. Alors, j'ai pas de lunettes, vous le voyez, en tout cas pour l'instant, mais quand j'en aurai besoin, ce qui devrait pas tarder, je le sens, j'aurai qu'à aller directement chez un opticien sans rendez-vous, et ils me feront un examen de la vue sur place, et en moins d'une heure, en général, eh bien, je pourrai avoir une paire de lunettes à ma vue. Si j'ai bien compris, en France, il faut aller chez un ophtalmo pour qu'il vous examine, et avec ça, on va ensuite chez un opticien pour acheter des verres et une monture, et bien ici, tout se fait au même endroit. En plus, j'ai l'impression que les lunettes coûtent bien moins cher ici. Alors, j'y mettrai pas ma main à couper parce que je connais pas les prix exacts en France aujourd'hui et que j'ai pas de lunettes au Japon, mais je vais vous donner un petit exemple. L'autre jour, la femme d'un collègue est allée se faire des lunettes chez un opticien et les verres un peu teintés plus la monture, eh bien ça lui a coûté 8 000 yens au total, donc environ 55 euros. Alors, j'ai pas les détails, mais je sais qu'elle a quand même une mauvaise vue, donc c'est pas de simples verres de repos. Et effectivement, comme ma femme avait fait ses lunettes il y a quelques années, c'était dans le même ordre de prix. Et elle aussi, elle a des verres assez forts. Voilà. Donc si quelqu'un a plus d'infos ou de points de comparaison, eh bien, qu'il n'hésite pas à laisser un commentaire. Comme vous le savez, si vous êtes fidèle à la chaîne, j'ai un fils qui est né ici et qui a 6 ans maintenant. Et depuis sa naissance, eh bien, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de trucs pensés pour les enfants. Dans beaucoup de toilettes publiques, par exemple, dans les gares ou dans les centres commerciaux, vous avez des toilettes spéciales pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes avec de jeunes enfants. C'est plus rare, mais il y a aussi parfois des toilettes que pour les enfants où tout est à leur taille et assez souvent dans les toilettes normales, il y a également un ou deux lavabos qui sont plus bas que les autres pour que les enfants justement puissent se laver les mains tout seuls. En dehors des WC, il y a aussi beaucoup de supermarchés qui ont des tout petits paniers pour les enfants. Donc c'est assez mignon et puis comme ça les enfants sont contents, ils font comme les grands, ils ont leur panier et ils peuvent participer aux courses. Alors bien sûr, je ne suis pas dupe, c'est aussi fait pour que les enfants mettent des articles dessus et que les parents se retrouvent un peu obligés d'acheter des trucs pas prévus. Mais je trouve quand même ça sympa sur le fond. Les deux trucs suivants sont très bien pour moi et pour une partie de la population, mais ce sera peut-être des trucs très négatifs pour vous, je vous préviens. Le premier, c'est qu'au Japon, la majorité des appartements n'autorisent pas les animaux de compagnie. L'avantage, c'est que vous n'aurez jamais
jamais de problème de bruit à cause du chien du voisin qui aboierait toute la journée ou d'un chat qui s'amuserait toute la journée également à sauter de l'armoire sur le plancher. Voilà. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie, eh bien, vous aurez beaucoup moins de choix pour vous loger. Mais l'avantage, c'est que dans l'immeuble où vous serez, eh bien, tout le monde aura un animal ou au minimum aimera les animaux. Le deuxième point positif ou négatif selon Ousplace, c'est qu'il est interdit de fumer dans la rue et personne ne le fait. Enfin, presque personne. Dans les endroits fréquentés, absolument personne ne fume, hein, c'est réglé. Mais dans les quartiers résidentiels et les coins plus calmes, ça arrive de temps en temps de croiser quelqu'un avec une clope, mais ça reste quand même assez peu fréquent. Pas de fumée non plus à la terrasse des cafés ou des restaurants. Bon, de toute façon, il y en a pratiquement nulle part, mais quand il y en a, eh bien, il n'y a pas de fumeurs. Si vous aimez aller au café, au Japon, vous serez servi. Non seulement il y a plein de chaînes de café comme les Starbucks, les Thalys et les Dotor et j'en passe, mais vous avez aussi des tonnes de cafés originaux. Vous en avez à peu près pour toutes les franchises populaires. Vous avez le café Pokémon, le café Gundam, le café Kirby, Harry Potter, Chainsaw Man ou encore Jujutsu Kaisen. Certains sont temporaires et d'autres sont permanents. Et en plus, vous avez bien entendu tous les célèbres cafés avec des animaux. Les cafés avec des chats, des Shiba Inu, des mini-cochons, des chouettes, des hérissons, bref, si vous aimez les animaux et les cafés originaux, le Japon est vraiment fait pour vous. Si vous avez déjà regardé des vidéos de marche ou de balade à vélo au Japon, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes d'ailleurs, hein, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les Japonais sont très peu bruyants et c'est quelque chose de vraiment très agréable. Non seulement les rues japonaises sont très calmes dès qu'on s'éloigne un peu des grosses artères, mais en plus, même quand il y a beaucoup de monde, eh bien, on s'entend toujours parler et on n'a jamais besoin de hurler pour discuter avec quelqu'un qui est juste à côté de nous. Alors je vais être honnête, en France, ça m'a jamais spécialement gêné quand j'y habitais, mais après 12 années passées ici, maintenant je suis trop mal habitué. Même dans les restaurants ou les cafés, il n'y a pas tant de bruit que ça. Les Japonais parlent pas très fort. Et dans les transports en commun, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est très rare de tomber sur quelqu'un qui parle. Du coup, quand moi je tombe sur certains touristes, je les trouve incroyablement bruyants, je vous jure, ça m'agresse les oreilles, j'ai l'impression qu'ils sont en train de hurler. Enfin voilà, le calme ambiant et volume sonore relativement bas dans la plupart des lieux, c'est vraiment un point positif quand on est au Japon. Alors je sais pas vous, mais personnellement je suis pas un grand fan de la pluie, mais quand il pleut ici, il y a quand même quelques petits trucs qui rendent ça moins pénible. Déjà, certains magasins font des promotions sur certains articles, et à l'entrée de tous les magasins, les centres commerciaux, les restos et les cafés, vous avez les fameux sacs en plastique pour mettre son parapluie et éviter de mettre de l'eau partout. En plus, vous pouvez acheter un parapluie pour quelques centaines de yens dans tous les combini, les supermarchés et les pharmacies dès qu'il y a 3 gouttes qui tombent. Et depuis quelques temps, il y a même des parapluies en location devant pas mal de gares. Avec tout ça, pour arriver chez soi trempé, faut soit être un gros radin, soit être maudit et se prendre une averse pile au moment où on est loin d'un magasin. Un mot maintenant sur les trucs sympas dans les logements japonais. Alors, c'est difficile de faire des généralités parce qu'il y a évidemment tout un tas de logements différents, mais il y a quand même quelques caractéristiques sympas qu'on retrouve dans la plupart des logements, je pense. Vous les connaissez sûrement déjà, alors je ne vais pas m'éterniser, mais c'est des trucs cool au quotidien, donc je ne pouvais pas les oublier dans cette vidéo. On peut régler la température exacte de l'eau du bain et de la douche, ça peut être deux températures différentes d'ailleurs, et on peut programmer le nombre de litres qu'on veut pour son bain. Donc ça évite de rester à côté pour éviter que ça déborde. Voilà, quand c'est terminé, ça s'arrête et il y a une sonnerie qui vous prévient. Il y a des couvercles pour garder l'eau chaude ou pour éviter que des saletés y entrent et on peut réchauffer cette eau pour qu'une autre personne l'utilise ou pour soi-même le jour suivant par exemple. Enfin, vous allez me dire que je fais une fixette sur les toilettes, mais j'assume le fait d'avoir le jet d'eau pour se nettoyer et la cuvette chauffante, ce sont vraiment deux choses dont je ne pourrais plus me passer. Sérieux, les fois où je suis rentré en France ou je suis allé dans un autre pays étranger, j'ai eu l'impression de me retrouver au Moyen-Âge dans les WC et dans la salle de bain. Parlons maintenant un peu d'argent avec la TVA qui est seulement à 10% ici, donc en tant que résident c'est déjà sympa et il y a pas mal de produits moins chers au Japon qu'en France. Bon, il y en a aussi plein qui sont plus chers, mais le thème de la vidéo c'est le positif. Et le top si vous êtes touriste, c'est que vous pouvez la récupérer dans plein de magasins. Il y a plein de magasins tax-free, donc ne vous privez pas, ça vous fera faire de belles économies. Ça vous étonnera peut-être, mais j'ai jamais été un grand fan de fleurs ou de jardinage en France. Mais depuis que je suis ici, j'avoue que j'aime de plus en plus regarder de jolis jardins ou des parcs avec de belles fleurs. Alors ça vient aussi peut-être de mon âge, je sais pas, mais une chose est sûre, ici, niveau fleurs, il y a de quoi faire. C'est bien simple, tout au long de l'année, il y a des fleurs à admirer dans les très nombreux parcs et jardins qu'il y a dans les villes,
au bord des rivières ou encore dans des temples ou dans des sanctuaires. C'est peut-être pas sur 100% du territoire japonais, mais c'est le cas en tout cas à Yokohama et Tokyo, et j'imagine que c'est pareil dans tous les endroits ayant à peu près le même climat. Évidemment, certains endroits sont réputés pour un type de fleurs ou de végétation, hein, mais la plupart des parcs et des jardins ont des fleurs ou des couleurs différentes à chaque saison, et c'est vraiment très sympa. Par exemple, à Yokohama, si vous allez à Yamashita-koen ou à Sankeen, il y a des plantes différentes à admirer toute l'année. Voilà, je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous avez au moins les plus connus, les camélias, les fleurs de prunier et de cerisier, les iris, les azalées, les hortensias, les tulipes, les roses, les fleurs de colza, les ginkgo et les feuilles d'érable en automne. Voilà, pour moi, le Japon, c'est vraiment le pays des fleurs. On quitte les parcs, direction les écoles pour l'avant-dernier point de cette liste. Hein, j'en ai parlé dans une vidéo récente, mais en tant que Français, je trouve incroyable que pratiquement toutes les écoles primaires, les collèges, les lycées aient un gymnase, une piscine, une salle de musique, une salle de travaux manuels et une salle pour cuisiner. En plus, dès l'école maternelle, on apprend aux enfants à nettoyer et à être responsables de leur environnement d'études ou de jeux, et je trouve ça vraiment très bien. Je sais pas pourquoi on fait pas ça partout ailleurs. Faut quand même pas être un génie pour comprendre que la propreté, c'est une histoire d'éducation et d'habitude. Et si le pays est aussi propre, eh bien ça vient entre autres de cette très bonne habitude qu'on donne aux enfants dès le plus jeune âge. Au passage, en parlant des écoles, hein, je kiffe pas mal aussi le concept des cérémonies d'entrée et de sortie de chaque école. C'est pas spécifique au Japon, je sais, mais on n'a pas ça en France et je trouve que c'est pas mal du tout. Ça marque bien le coup pour les enfants et pour les parents. Dernier truc que je trouve cool au Japon, c'est qu'il y a des fêtes et des événements culturels ou religieux tout au long de la vie et tout au long de l'année. Alors, il y a les principales, hein, comme Oshogatsu, Setsubun, les fêtes des pruniers ou des cerisiers, Hinamatsuri, le jour des poupées, Kodomo no Hi, le jour des enfants, voilà. Il y en a plein, il y a également les feux d'artifice tout l'été. En plus de tout ça, vous avez une infinité de fêtes organisées dans beaucoup de villes et de quartiers. Bref, la liste est longue comme le bras, hein, mais une chose est sûre, il n'y a pas une semaine où il ne se passe rien, surtout si vous habitez dans une région dense. Hein. Par exemple, à Yokohama ou à Tokyo, il y a largement de quoi blinder son emploi du temps rien qu'avec ce qui se passe dans les deux villes, mais en plus, vous pouvez facilement aller dans des dizaines d'autres lieux pas très loin et profiter de trucs complètement différents tout le temps. Voilà pour cette longue liste et cette vidéo. Si vous êtes encore là, déjà un grand merci à vous. Et si vous cherchez un guide à Yokohama ou à Kamakura par exemple, je suis votre homme. Je vous mets l'adresse vers mon site avec toutes les infos en bas dans la description et sur votre écran. Si vous voulez me soutenir ponctuellement, il y a le bouton merci sous la vidéo. Et pour me soutenir de manière régulière, il y a le bouton rejoindre et aussi Patreon avec les mêmes avantages pour les membres. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur le Japon.